L'arc alpin, qui s'étire du sud-est de la France à la Slovénie, s'affirme comme une véritable région au cœur de l'Europe. 13 millions de personnes y vivent, réparties sur 6200 communes. Les Alpes ne sont donc pas uniquement un espace de nature, mais aussi une entité économique avec ses perspectives de développement et ses enjeux. Dans les régions de montagne qui vivent principalement de l'agriculture, du tourisme et de l'économie du bois, la forêt joue un rôle essentiel. Réservoir de matières premières, elle assume également la lourde charge de mettre la population, les infrastructures et les biens à l'abri des dangers naturels. Avalanches, glissements de terrain, chutes de pierres, crues et laves torrentielles, les menaces sont nombreuses et la mission est accomplie en toute discrétion. Les arbres, situés sur les pentes abruptes, se dressent telle une multitude de pieux, constituant ainsi une barrière de protection verte. De tout temps, la santé de ces forêts a préoccupé les populations. Aujourd'hui encore, pour les gestionnaires, la question reste entière. Comment maintenir, voire améliorer, le rôle protecteur des forêts ? Huit pays se partagent l'arc alpin. Le sort des forêts de protection est l'une des nombreuses problématiques qui leur est commune. Le programme de collaboration transfrontalière Interreg 3 a réuni les forestiers des régions de montagne de la France, de l'Italie et de la Suisse. Ceux-ci ont travaillé main dans la main. Ils ont échangé des informations, comparé leurs méthodes, élaboré des documents directeurs communs. Au-delà des frontières, les professionnels des forêts de montagne utilisent aujourd'hui le même langage, les mêmes outils de réflexion, améliorant leurs compétences réciproques. Ça permettrait un écoulement des cailloux avec un meilleur... Encouragés par le succès du programme Interreg 3, les forestiers des trois pays, France, Italie, Suisse, ont lancé en 2008 deux nouveaux projets, Interreg 4 et Alcotra. Après la phase théorique, il s'agit, durant 4 ans, de mettre en pratique les méthodes de gestion de la forêt sur une série de chantiers pilotes. Un travail de terrain qui se déroule en 3 phases. L'analyse des forêts et la définition des travaux à effectuer, la réalisation concrète de ces travaux et l'analyse d'efficacité et de coût au terme du projet. La forêt de Sareyé, dans le Val-de-Bagne, en Suisse, est l'un des sites pilotes désignés par les forestiers valaisans. Cette forêt de 6 hectares, en amont du village, est reconnue pour jouer un rôle de protection important, à la fois contre la formation d'avalanches et contre les chutes de pierres. Selon une méthodologie aujourd'hui reconnue par tous les partenaires du programme, les forestiers commencent par définir le profil idéal de la forêt, soit celui qui lui permettrait de remplir au mieux son rôle de protection. À Sareyé, cette forêt idéale serait composée d'épicéas et de mélèzes de grandeurs différentes. Dans le sous-bois, de petits groupes de jeunes arbres devraient pousser à intervalles réguliers, un signe de rajeunissement essentiel pour la forêt de protection. Une fois le profil idéal dressé, les forestiers le comparent à l'état actuel de la forêt, imaginant quel serait son développement naturel si aucune intervention n'était réalisée. Ils envisagent les différents scénarios possibles, puis ils définissent le catalogue des mesures qui permettront à la forêt d'évoluer vers une structure et une composition idéale. À Sareyé, 2 éléments ont attiré l'attention des forestiers. La forêt contient un nombre important d'arbres instables et souffre globalement d'un manque de régénération. Compte tenu de ces 2 éléments, une simulation de chute de pierre a été réalisée grâce à un programme informatique.
Cette simulation démontre clairement que malgré l'écran forestier, 2% des blocs qui pourraient se décrocher sont susceptibles de menacer les chalets et la route situés en aval. Pour limiter ce phénomène, les forestiers prennent différentes mesures. Les plantes chancelantes sont d'abord abattues et les arbres laissés en travers dans les couloirs naturels. Les obstacles ainsi formés ne manqueront pas d'arrêter les pierres qui pourraient se décrocher. Dans le même esprit, les arbres sont coupés à 1 mètre du sol. L'observation des impacts indique en effet que 9 pierres sur 10 frappent les troncs à moins d'1 mètre de hauteur. Les chocs sont ainsi absorbés, les rochers ralentis ou stoppés et le village protégé. Enfin, des coupes ciblées sont effectuées pour créer les conditions de lumière nécessaires au retour de jeunes pousses. En France, en Haute-Savoie, les forestiers de Morzine ont testé un dispositif particulier. Selon une technique mise au point par des forestiers autrichiens, les arbres abattus ont été empilés les uns sur les autres afin de former de véritables remparts contre les chutes de pierres. L'intervention qui a été conduite a 2 objectifs. À la fois structurer le peuplement en favorisant la régénération pour l'apparition de petits arbres en plus grand nombre et en même temps en laissant au sol les arbres abattus de constituer des obstacles au déplacement des blocs qui peuvent actuellement bouger. On voit ici tout à fait l'intérêt de l'action de l'homme dans le peuplement forestier qui ne peut pas, si on le laisse livrer à lui-même, assurer de façon durable le rôle qui lui est assigné. Ce dispositif est très efficace. Il doit cependant être mis en place en prenant certaines précautions, car le bostriche, ou scolite, petit coléoptère ravageur des forêts d'épicéas, montre une affection particulière pour les arbres récemment abattus, mais peuvent également, en cas de pullulation, s'attaquer aux plantes saines. Appelé typographe, en raison de la symétrie des galeries qu'il fore, le bostriche agit dans l'ombre, sous l'écorce. Lorsque ces insectes colonisent un arbre, leurs forages finissent par interrompre le flux de la sève et l'arbre meurt. Pour éviter une épidémie, en particulier dans les forêts sensibles, les forestiers dépouillent les arbres de leur écorce avant de les empiler. Celle-ci peut aussi être striée à la tronçonneuse. Le dessèchement des troncs s'en trouve accéléré et l'écorce perd son attrait vis-à-vis des bostriches. Donc là, on est sur le site de Caillé, au-dessus du train de Montanvert. Ce train de Montanvert, c'est le train qui mène de la ville de Chamonix à la mer de Glace. C'est un gros train touristique avec plusieurs dizaines de milliers de touristes chaque année. Et au-dessus de ce train de Montanvert qui passe juste en dessous de nous, on a une forêt de protection, au-dessus de laquelle on a un dérochoir qui dégueule des blocs. Et les arbres abattus font l'objet, après leur abattage, d'un traitement particulier de lutte contre l'invasion par le bostriche. C'est-à-dire qu'ils sont striés tous les 10 cm dans le sens de la longueur ou dans le sens perpendiculaire à la grume, de façon à accélérer le séchage de cette grume. Une fois sèche, cette grume n'est plus propice au développement du bostriche. Le bostriche ne la pique plus, ça prend du temps, il y a de la longueur, il y a beaucoup de volume, mais on fait ainsi une action préventive de lutte contre l'invasion du bostriche par le séchage accéléré des arbres. En Italie, les forestiers valdôtains ont choisi la forêt de Viforche, près de Morges, comme chantier pilote. Ici, la situation est différente. Nous sommes dans le bois de Viforche, à Morges, dans la vallée d'Aoste. C'est dans cette forêt qu'en automne 2009, les forestiers français, suisses, italiens et valdôtains, bien sûr, se sont rencontrés pour discuter du rôle de protection de cette forêt. Nous avons en amont une falaise qui déclenche pas mal de blocs, surtout lors des pluies. Et en aval, les enjeux, c'est un viaduc de l'autoroute du Mont Blanc et une piste forestière qui est pas mal fréquentée par les touristes et les gens du coin. Donc pendant 2 jours, on s'est retrouvés tous ensemble ici dans cette forêt. On a bien discuté et analysé le peuplement pour comprendre quels étaient les dangers et les solutions possibles pour améliorer la fonction de protection de cette forêt. On était tous d'accord pour constater qu'il y a un manque de régénération dans ce bois, surtout à cause d'un manque de lumière.
Donc il s'agissait de faire quelque chose pour amener plus de lumière, pour se donner une chance de voir s'installer la régénération qui est quand même le futur du peuplement. La solution donc a été celle d'ouvrir des trouées de petites, moyennes dimensions. Les arbres ont donc été abattus au milieu de la trouée. Ceci devrait assurer évidemment un apport de lumière important et en même temps les arbres abattus de travers qui ne seront pas débranchés auront une fonction de piège à bloc. Au total nous avons ouvert 5 trouées pour un total de 169 arbres abattus qui sera laissé sur place parce que l'enjeu c'est bien celui de protection et non pas celui de production. Une vingtaine d'arbres ont été annelés, c'est-à-dire à l'aide de la tronçonneuse et du piolet. On les a écorcés et on a retiré la partie superficielle de l'aubier. Ceci devrait permettre à l'arbre de rester sur pied, mais de sécher en même temps et d'amener donc la lumière suffisante pour la régénération, mais en même temps, ça empêche de faire des dégâts lors de l'abattage. Donc ceci est assez important lorsque nous nous retrouvons près d'une cellule de régénération qu'il est important de préserver. Et l'arbre tombera seulement dans plusieurs années quand il sera sec et donc beaucoup plus léger. Et à ce moment-là, il n'occasionnera pas de dégâts. En Suisse, à Jaun, dans le canton de Fribourg, la forêt du Tosswald présente une très forte pente. C'est une forêt ancienne, essentiellement constituée de gros arbres, mais son rôle est d'importance. Grâce à elle, les habitations et la route de la vallée sont protégées contre un risque important d'érosion et de chute de pierres. Dans cette placette, on est situé entre deux zones de départ. La zone de départ amont, qui est une petite barre rocheuse qui va faire entre 2 et 5 mètres de haut et qui va donner des projectiles qui vont faire de l'ordre de 200 litres. Et puis, cette même barre rocheuse va en s'atténuant tout le long du versant pour mourir au pied de la placette. Et là, on a plutôt des blocs de l'ordre de 50 litres. Alors, dans ce secteur-là, on est situé sur ce qu'on appelle une zone de transit. Ça va être une zone où les pierres vont pouvoir se propager. On est sur une pente qui est de l'ordre de 38 degrés, donc naturellement, les pierres ne vont pas s'arrêter. Les arrêts qu'on va pouvoir observer, ça va être grâce à tous les obstacles qu'il va y avoir de façon artificielle ou naturelle. Donc naturel, ça peut être un arbre renversé par le vent, par exemple. Artificiel, c'est un arbre abattu par le forestier. L'objectif de son travail, ça va être effectivement d'augmenter la rugosité de cette zone. Alors juste derrière moi, on a un très bon exemple d'arbre qui s'est mis en oblique de la pente. C'est un arbre qui a été abattu naturellement, j'oserais dire, c'est-à-dire que c'est le vent qui l'a renversé. Et cet arbre qui s'est donc mis en travers de la pente a été en mesure d'arrêter un certain nombre de projectiles et en même temps, les autres projectiles qui ont dû venir l'impacter se sont retrouvés déviés dans leur trajectoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus suivi la ligne de plus grande pente, mais au contraire, ils ont été déviés en oblique et dans la direction de cette oblique, on trouve une ravine qui va canaliser les pierres. L'intérêt du forestier, c'est qu'à la sortie de cette ravine, on sait qu'on est dans une zone à risque et il n'y a pas d'enjeu. Donc on va favoriser la direction de la propagation dans cette direction de la ravine. Pour ça, le forestier va aussi pouvoir aider la nature en abattant un certain nombre de ces arbres, en les couchant en oblique, justement en direction de la ravine. Mais le travail du bûcheron va être aussi de stabiliser ces arbres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'arbre abattu soit en mesure de se mettre en mouvement et faire bélier en bout de course. Donc il va falloir qu'il ancre ces structures. Ça va être bloquer les arbres sur des souches ou bloquer les arbres à l'amont d'autres arbres. Pour évaluer l'importance du risque de chute de pierre, les forestiers se sont servis d'un scanner embarqué dans un avion. Une technologie surprenante qui leur a fourni une image numérique du versant de la montagne. Principal atout de cette image, elle peut être modifiée à l'envi. Ainsi, une fois dépouillé de la forêt, le cliché laisse apparaître une vision en relief de la zone avec les combes, les crêtes et les anciens mouvements de terrain. L'observation de cette image numérique particulière révèle l'importance du rôle de la forêt qui stabilise les sols et régule le régime des eaux.
Sans elle, l'eau dévalerait la pente en emportant avec elle la terre et les pierres. À l'image d'une gigantesque éponge, elle absorbe l'eau de pluie et la restitue progressivement dans les ruisseaux, évitant des crues et des laves torrentielles dévastatrices. Pour assurer cet effet positif sur le long terme, les forestiers ont constaté qu'il était impératif de rajeunir la forêt. Des coupes sont effectuées pour permettre cette régénération. La taille et l'emplacement des ouvertures sont déterminés de manière précise pour assurer un peuplement le plus diversifié possible, garant d'une meilleure protection. Progressivement, des jeunes plants d'épicéas, de sapins blancs, de hêtres et d'érables devraient s'installer, garantissant ainsi la pérennité des rôles de la forêt et évitant par là la construction d'ouvrages de protection qui coûteraient des milliards d'euros aux collectivités. À Torre Pellice, dans le Piémont, ce sont précisément les risques induits par les crues et les laves torrentielles qui ont retenu l'attention des forestiers européens des programmes Interreg 4 et Alcotra. Dans cette commune de la province de Turin, les forêts riveraines stabilisent les berges des cours d'eau. Leurs racines ancrent la terre et les pierres, contrariant les noirs dessins de l'eau en furie qui, sans cela, transformeraient les rivières en torrents de boue dévastateurs. La présence de ces arbres n'est cependant pas dénuée de tout danger. Lorsque la violence du courant est telle qu'ils finissent par être arrachés, puis emmenés par les flots, il arrive qu'ils soient bloqués sous les ponts ou dans les gorges, formant de véritables barrages. Lorsqu'ils finissent par céder, la vague de boue libérée est encore plus dévastatrice. Parfois même la rivière déborde, provoquant d'importants dégâts. Pour les forestiers, les abords des rivières exigent donc un traitement particulier. Il s'agit de tenir compte des effets positifs de la végétation tout en évitant les risques que représenterait la présence de gros arbres trop proches de la rivière. Bon, ça c'est un chantier pilote pour la définition de l'intervention dans les torrents pour la réduction des risques de crues torrentielles et pour comprendre la dynamique de la végétation dans les torrents. Alors le premier objectif de chantier, c'est tester et définir la fiche pour le relève de l'état actuel et de la dynamique de la végétation dans les cours d'eau. Et c'est une chose pour nous très importante parce que c'est la première fois qu'on fait cette fiche et c'est la première fois qu'on teste la fiche dans un contexte avec les Français, les Suisses et les techniciens italiennes de la Val d'Aoste. Et le deuxième objectif, c'est la définition des interventions, l'urgence de l'intervention, le martelage de l'arbre qu'on va couper. On fait la définition de la technique de sylviculture pour la correcte gestion de la végétation dans les torrents. À Torre Pellice, une coupe a été réalisée aux abords de la rivière. Les gros arbres et les arbres instables ont été retirés des berges, laissant la place aux jeunes arbres, principalement des buissons souples capables de plier au passage des crues. Sur les îlots, les petits arbres ont aussi été conservés avec l'espoir qu'ils pourront freiner les laves torrentielles et inciter les matériaux à se déposer sur les replats. Les arbres coupés lors des exploitations forestières représentent une valeur économique non négligeable. Lors des interventions dans les forêts de protection, la vente des bois permet en effet de limiter les coûts engendrés par les travaux pour les collectivités publiques. En France, en Savoie, dans la forêt communale de Beaufort, les bois sont évacués à l'aide d'un câble grue, une sorte de téléphérique mobile qui permet aux bûcherons d'extraire les bois abattus sans avoir à construire un réseau de routes trop important. Ces machines sont d'une grande aide car elles permettent d'appliquer les mesures sylvicoles retenues par l'analyse des forestiers sur tout un versant, et ce, même dans les zones forestières éloignées des routes forestières.
La forêt de Beaufort protège le village des chutes de blocs et des avalanches. Sa capacité à contenir les risques naturels est essentielle à la survie des habitants. Lors de leur relevée, les forestiers notent un nombre relativement important d'arbres instables, mais ils constatent également que cette forêt d'épicéas remplit pour l'instant très bien son rôle protecteur. Mais le rajeunissement est faible et la plupart des arbres ont le même âge. L'analyse du peuplement a montré que la structure était encore bonne par rapport à l'effet de protection. Par contre, si on garde à long terme, le rajeunissement va manquer et pour introduire ce rajeunissement, il nous faut du temps. Donc c'est vraiment le bon moment pour intervenir parce que là, à peu de frais, on va pouvoir introduire ce rajeunissement, gentiment maintenir une certaine pyramide des âges dans ce peuplement. C'est clair que dans 20 ans, il faudra continuer l'action, mais si on le fait tout de suite maintenant, alors qu'on a l'impression que tout va bien, c'est un bon pas vers l'avenir, c'est assurer la protection. Donc c'est important d'introduire le rajeunissement, sachant qu'il faudra 30, 40, voire 50 ans pour qu'il arrive à une hauteur de 3 mètres, 50, 5 mètres et prenne la relève. Donc plus on attend, plus le risque est grand que le peuplement s'écroule et que cette belle image qu'on a actuellement sous les yeux s'estompe, disparaisse et après, à grand renfort de moyens, il faudra intervenir. Alors qu'ici, avec de faibles interventions, on introduit le rajeunissement, on favorise déjà ce qui est en place. Et sur plusieurs interventions, on va arriver à une image qui sera toute proche de la structure idéale que nos chercheurs français recommandent par rapport à la problématique chute de pierre. Dans la forêt de Beaufort, la forte pente rend les conditions de travail très difficiles. La mécanisation de l'exploitation permet d'appliquer des mesures sylvicoles adaptées tout en sécurisant et en soulageant les efforts des bûcherons. Ceux-ci se contentent d'abattre les arbres dans la direction où leur chute engendrera un minimum de dégâts. À l'arrivée du câble, une pelle mécanique à pneus équipée d'une tête ébrancheuse récupère les troncs, les ébranche, les débite et trie les bois selon leur utilisation future. Le câble grue permet également de sortir des arbres en toute longueur, un avantage important pour leur utilisation future. Ici, comme dans tout l'arc alpin, les bois sont utilisés et travaillés par l'artisanat local comme matériaux de construction, pour la fabrication de meubles ou comme bois de chauffage respectueux de l'environnement. Ainsi, la forêt apporte une contribution importante au maintien d'emplois dans ces régions décentrées. Après la coupe, l'image peut toujours paraître choquante, surtout quand on voit ces espèces de mognons de bois qui dépassent d'1 mètre le sol. On se dit mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont leur importance, c'est autant d'arrêts par rapport aux chutes de pierre. Manque aussi les arbres en travers qui vont être placés parce qu'on ne peut pas demander aux bûcherons de laisser du bois en travers si une partie est évacuée. C'est mieux que d'abord on évacue ce qui doit être évacué. On rajoute ensuite ces bois en travers qui offrent une protection après idéale au niveau du sol. On augmente la rugosité. Ajouter aux souches hautes, les deux ensemble, on peut dire que finalement, après la coupe, la protection reste la même, mais qu'elle va s'améliorer avec la venue du rajeunissement, qui lui aussi sera protégé par ses souches hautes, par ses arbres en travers. Donc on fait d'une pierre deux coups, et c'est important de le réaliser aussi, pour montrer vraiment à la population qu'on a mis tous les atouts du bon côté pour maintenir cette protection et surtout l'améliorer à long terme. La composition des forêts de l'arc alpin diffère selon l'altitude à laquelle elles se situent. En plaine, ce sont les forêts de chênes, de hêtres, de châtaigniers ou les taillis mixtes qui s'épanouissent. Plus on monte et plus les feuillus s'effacent au profit des résineux. On découvre d'abord des forêts de hêtres et de sapins, puis d'épicéas et de mélèzes. À plus de 2000 mètres d'altitude, c'est la forêt boréale qui prend ses aises avec ses petits arbres et ses pins sambraux, les arolles. Et dans les zones très sèches, les pins prospèrent. Au nord de l'Italie, en vallée d'Oste, à Brusson, une forêt de pins sylvestres a retenu l'attention des forestiers. L'analyse sylvicole a révélé un faible nombre de cellules de rajeunissement, avec de surcroît une repousse étouffée par les grands arbres. Une intervention est nécessaire, mais dans le même temps, un danger menace.
En effet, l'insecte ravageur illésine compose ses meilleurs repas dans les pinèdes. Ce scolyte peut provoquer des dommages importants dans la forêt et le risque est élevé qu'une intervention sylvicole déclenche sa prolifération. Les forestiers choisissent donc d'agir avec précaution et optent pour une intervention minimale. Les cellules de jeunes arbres sont simplement dégagées afin de leur permettre de bien se développer et de petites trouées sont créées à certains endroits précis afin de diversifier l'âge de la forêt et d'assurer sa fonction de protection. Là où les chemins d'accès le permettent, le bois est évacué. Ailleurs, il est systématiquement écorcé. Certes coûteuse, cette opération permet cependant de limiter le risque de prolifération de l'insecte ravageur. En France, à Montgenèvre, dans les Alpes du Sud, c'est à nouveau une pinède toute particulière qui a été analysée dans le cadre des programmes Interreg 4 et Alcotra. Cette région est marquée par l'influence du climat méditerranéen et la forêt qui ici est développée est une pinède de pins de montagne ou pins à crochets. Cette forêt joue un rôle très important contre la formation d'avalanches car elle se trouve dans la zone de déclenchement potentiel des coulées. Sa présence permet donc de fixer le manteau neigeux au sol. Trois secteurs ont été distingués dans la zone étudiée, l'un très boisé, les deux autres moins. Le premier secteur accueille une très belle forêt dotée d'une bonne densité. On y trouve de jeunes pousses en suffisance et les vieilles plantes dépérissent progressivement, laissant la place à des arbres de grandeur et d'âge différents. Ce type de forêt, qui se régénère très bien naturellement, représente le modèle idéal contre le risque d'avalanche. Les forestiers sont donc arrivés à la conclusion qu'aucune intervention n'était utile ici. Le deuxième secteur est un pré-bois, une forêt dans laquelle se dessinent d'importantes clairières. Les forestiers ont observé que des coulées de neige pouvaient s'y former. Le troisième secteur, enfin, n'est carrément pas boisé. Des avalanches s'y forment régulièrement et menacent la station de ski du Montgenèvre. Pour éviter durablement tout risque d'avalanche, il s'agira de faire pousser sur les secteurs moins boisés une forêt semblable à celle du secteur boisé. Donc l'idée des travaux est d'augmenter la régénération en pins à crochet. On a décidé de faire des décapages mécaniques, donc à la pelle, avec des micro-banquettes au milieu de ces décapages. Donc on souhaite obtenir des bouquets de pins à crochet qui vont jouer donc un rôle dans la stabilisation du manteau neigeux dans cette zone. Alors ici on est dans la zone de départ du couloir d'avalanche. Donc la forêt est déjà présente, mais bien sûr très clairsemée. On est dans la zone de combat. Et donc en amont de chaque collectif de plants, on a installé un tripode en rondin de mélèze. Ce tripode, donc, on a un poteau qui est enterré dans le sol avec deux autres rondins qui sont ancrés derrière par des barres métalliques. La neige va être donc bloquée dans sa reptation par cet ouvrage qui va permettre la croissance des arbres dessous. De Sarreillet à Montgenèvre, en passant par Torre Pellice, les chantiers pilotes du programme Interreg 4 et Alcotra ont révélé les nombreuses similitudes de la problématique des forêts de protection dans l'arc alpin, mais aussi la diversité des situations auxquelles sont confrontés les professionnels de Suisse, de France et d'Italie. L'étude de plus de 30 peuplements répartis sur les 3 pays a permis de comprendre l'importance de poursuivre la collaboration transfrontalière au-delà de la conception de documents de référence. Le partage des analyses de terrain,
Des résultats constatés plusieurs années après les mesures réalisées, mais aussi des savoir-faire développés, constituent pour les forestiers la meilleure garantie d'inscrire leur action dans une vision à long terme. Une plateforme de compétences s'est créée depuis 2003 sur l'arc alpin. Les échanges sont réguliers, constructifs, et une base de données commune a été constituée. Aujourd'hui, grâce au projet Interreg 3, 4 et Alcotra, les professionnels disposent des moyens nécessaires pour une gestion moderne, concertée et efficace des forêts de montagne. Ainsi, face aux dangers naturels, les populations de montagne seront, demain, encore mieux protégées par la forêt.